Premier coup de malchance avant de commencer cette vidéo, je me suis fait piquer par un moustique sur la paupière. Je ne sais pas si ça va se voir. C'est incroyable qu'il m'arrive des trucs comme ça. Bon, on revient, bienvenue sur cette vidéo pour revenir tous ensemble sur le premier événement MotoGP de cette saison 2024. Je parle bien évidemment des tests officiels de Sepang, donc Shakedown. J'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. On va résumer, je vais vous dire ce qui s'est passé. Le résumé total en fait de ces 3 jours de tests officiels à Sepang pour lancer cette saison 2024. On va revenir constructeur par constructeur. Ça ressemble un petit peu au BRK si vous aviez suivi l'année dernière. C'est le premier de l'année on va dire. Donc c'est parti, on commence directement par Yamaha. Eh bien Yamaha, je commence par eux tout simplement parce que déjà l'année dernière, pas tellement bien placé. C'est un constructeur où on en attend beaucoup de leur part, on attend vraiment un réveil. Et je pense que malheureusement ou heureusement, enfin en fait ça n'a pas d'importance, mais c'est là où il y a le moins de choses à dire par rapport à tous les autres constructeurs. La moto se développe, la philosophie aéro change, donc ça c'est une très bonne chose. Et on peut voir un nouvel aileron avant, des nouveaux carénages latéraux, nouveau système de Ride Divas, moteur retravaillé, donc aileron arrière aussi, pas mal de choses. Et si le début de saison peut sembler idyllique avec tout ce que je viens de vous dire, eh bien j'ai l'impression qu'il ne l'est pas tant, tout simplement parce que si on compare les chronos, si on regarde la moto, la philosophie, alors Yamaha en 2024 comparé à la Yamaha de 2023, eh bien je pense qu'effectivement il y a un bond en avant, il y a des progrès, il y a de très bonnes choses, c'est très bien ce qu'ils font. Malheureusement, si on vient comparer cette Yamaha 2024 au reste de la grille de 2024, c'est là où j'ai l'impression qu'on a ce petit problème, ce petit manque de vitesse générale et notamment dans le time attack sur un tour. On a vu pas mal de problèmes du côté de la firme japonaise. Donc les améliorations permettent clairement une évolution positive sur cette Yamaha chez le constructeur, mais déjà le fait qu'il n'y ait que 2 motos, le fait que les 2 pilotes, il y en a un qui est nouveau et l'autre qui est habitué mais n'arrive toujours pas à faire des tours rapides potables, à réussir des bons chronos sur un tour, c'est dérangeant, c'est le seul problème. Sinon on a vu que le rythme de course était pas mauvais, en tout cas les pilotes donnent de bons retours. Sur les 5 jours de roulage qu'ils ont eu, parce que les pilotes officiels à Yamaha ont eu 5 jours de roulage, Quartararo a été plutôt régulier, de très bons résultats. Il fait de bons retours, mais encore une fois, sur le time attack, on voit qu'il y a encore des soucis. La vitesse de pointe, ça a l'air d'être réglé, mais vous savez que la vitesse de pointe, sans un bon châssis, sans une bonne accélération, ça ne sert pas à grand chose. Donc, va falloir voir ce que ça donne, notamment en rythme de course. Mais le fait qu'il n'arrive pas à faire de bons tours chrono, à être bon en time attack, ça va être très compliqué, notamment dans ce nouveau format sprint plus course, où il faut être absolument impeccable le samedi matin avec une bonne qualif pour pouvoir bien se lancer dans les 2 courses. De l'autre côté du box, Alex Rins qui vient d'arriver chez Yamaha, eh bien, son évolution continue, rien de dramatique à signaler. Il est là, il continue de progresser, de s'habituer à cette nouvelle moto. Il l'a dit lui-même que l'évolution de la Yamaha comparée à celle de 2023 et celle de 2024, eh ben, c'était très positif. Il y a de bonnes choses qui ont été faites de la part des ingénieurs de chez Yamaha. Après, voilà, on n'est pas sur un Alex Rins exceptionnel, on n'est pas sur des chronos qui sont affolants. Enfin, donc, on n'a rien de fou à se mettre sous la dent. Et c'est pour ça que Yamaha, j'ai envie de fermer la page assez rapidement parce qu'il y a du progrès, mais j'ai pas l'impression que ça soit assez pour aller jouer les bons résultats directement. Je reste au Japon, mais je vais parler de Honda. Et pour le coup, ces tests m'ont agréablement surpris. Beaucoup de choses, énormément de choses, trop de choses on a vu du côté de chez Honda. Marini, positif, Zarco, confiant, Juan Mir pulvérise ses chronos de l'année dernière, que ce soit pendant les tests hivernaux ou pendant tout simplement le Grand Prix de Sepang. Il pulvérise tous ses chronos. Ils sont unanimes sur une chose et je les rejoins aussi, ce n'est pas parce que ces tests ont été positifs qu'il faut s'attendre à les voir dans le haut du tableau. Il va falloir attendre un petit peu avant de retrouver les Honda. Voilà, jouer des belles places, des belles positions en course sprint, en course ou en qualif. Donc ça, je les rejoins.
Au niveau de la moto, beaucoup d'aérodynamique, mais beaucoup de pièces, surtout en général, énormément de pièces. Déjà, face avant, tous les ailerons qui peuvent être mis ont été mis du côté de chez Honda. Ailettes latérales, ailettes sur les fourches, ailerons, tout ce qu'on peut trouver sur la partie avant d'une moto pour l'aérodynamique, eh bien, ça a été mis par Honda. Sur les carénages latéraux retravaillés, la boucle arrière avec cet aileron arrière, avec cette forme particulière, eh bien, pourquoi pas aussi, c'est du développement, beaucoup de choses sur l'aérodynamique, mais ce n'est pas tout. Moteur revu, nouveau bras oscillant, des modifications châssis, un électronique revu à zéro. Et un des trucs qui m'a le plus choqué, c'est que la moto a perdu 8 kilos. C'est énorme. Je ne sais pas ce qu'ils foutaient l'année dernière, mais 8 kilos. Ils ont trouvé 8 kilos là cet hiver sur cette nouvelle moto. Donc énorme amélioration de ce point de vue-là. Beaucoup de choses. Donc que des choses positives. Voilà pour Honda. Donc les chronos sont plutôt bons. Il y a eu de très mauvais chronos aussi, mais en fait, chaque pilote a testé toutes les pièces, la multitude de pièces apportées par Honda sur ces 5 jours de test. Et puis voilà, tu prends cette pièce-ci qui marche avec celle-ci et au fur et à mesure, ça t'améliore tes chronos. Et parfois, tu tentes des packages qui fonctionnent pas du tout, mais c'était l'occasion sur 5 jours complets d'essayer toutes les pièces apportées durant cet hiver par Honda. Et on a vu qu'au final, les chronos sont plutôt bons. Juan Mir se positionne quand même 10e devant Fabio Quartararo par exemple. Donc, c'est pas mal. C'est que sur un tour, c'est que des tests hivernaux. Bien sûr, il faut prendre ça en compte. Mais on va dire que c'est pas mal. Il est déjà dans un bon rythme. C'est plutôt satisfaisant. Et du côté des tests, je trouve que les tests de Honda sont plus positifs, sont plus satisfaisants, sont plus convaincants en tout cas que du côté de chez Yamaha. Donc j'attends beaucoup de choses de leur part en 2024, même si je pense qu'il va falloir attendre un petit peu plus la mi-saison plutôt que de toute façon les premières courses. Mais ça, c'est logique. Direction l'Europe et on va chez Aprilia et là encore une fois énormément de choses à dire pour vous résumer ces 3 jours de test. Alors premièrement, la première bonne nouvelle, c'est tout simplement que l'année prochaine, nous aurons 3 RSGP 24, donc 3 Aprilia de 2024. Seul Raúl Fernandez sera sur une moto de 2023. Donc ça, c'est pas mal pour les données, pour les performances, parce que la 2023 n'était pas non plus une moto exceptionnelle. On l'a vu, les pilotes Aprilia l'année dernière en difficulté. Donc c'est plutôt pas mal qu'on ait la majorité des pilotes qui puissent avoir une moto qui est censée être meilleure. Ça, c'est le premier bon point. Deuxième bon point, la moto évolue. Alors, pas seulement au niveau de l'aéro, on va y revenir juste après, mais elle évolue aussi à l'intérieur. Donc, partie cycle, moteur et électronique, un peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais ça, il y a une vraie évolution. Il y a aussi de la recherche d'évolution sur la fiabilité, ce qui était un des gros soucis d'Aprilia l'année dernière. Donc ça, il y a de l'amélioration. Les retours sont plutôt positifs, mais les retours pilotes sont un petit peu différents. Nous avons par exemple Miguel Oliveira qui aime bien la moto, le feeling est bon, mais déjà pas vraiment de réussite sur les tours rapides. Dans le time attack, il n'a pas été très très bon. Il n'a pas pu vraiment se concentrer sur ça et il souligne surtout une grosse difficulté dans les virages rapides. Voilà, donc dans les virages sur l'angle à haute vitesse, c'est le gros problème de Miguel Oliveira. Du côté de Maverick Viñales, pareil, les retours sont positifs, même s'il y a plus de difficultés. C'est le pilote qui s'est montré le moins, on va dire, sympathique avec Aprilia, le moins satisfait de cette nouvelle moto. Il a été en difficulté, il disait qu'il se faisait un peu malmener, qu'il se faisait mener par cette moto. Et il souligne surtout un gros point qui est l'instabilité au freinage, donc l'instabilité de la moto, la difficulté de retarder son freinage, ce qui est très important maintenant en MotoGP. Et de l'autre côté, nous avons Aleix Espargaro qui lui est très satisfait de la moto. On a vu par rapport à ses chronos, par rapport à ses 3 jours, il aime bien cette nouvelle moto, cette nouvelle RSGP 24. Mais son problème, lui, se situe au niveau du moteur. Manque de couple, manque de puissance quand il y a un passage de vitesse en sortie de virage. Là, Aprilia manquerait un petit peu de reprise et donc c'est le plus gros problème. Donc 3 pilotes, 3 commentaires totalement différents. Va te débrouiller avec ça. Bon courage Aprilia parce que là, c'est 3 pilotes qui ont 3 styles différents, qui ont 3 problèmes qui n'ont rien à voir. Je ne sais pas, je sais même pas par où commencer. Je suis l'ingénieur, je reçois ça.
je refais une moto à zéro. Je pense, j'arrête tout, je mets à la poubelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, la moto est fondamentalement bonne. Une 57.0 pour aller chez Spargaro sur un tour chrono. On ne peut pas dire que la moto soit mauvaise, mais effectivement, si les pilotes n'arrivent pas à s'adapter, si Oliveira n'arrive pas à faire time attack, si Vignales n'est pas bon dans les longs relais, ça va être très compliqué pour performer cette saison. Voilà pour les pilotes et les performances générales. Au niveau de la moto, des évolutions visibles, eh bien, on a eu beaucoup de choses chez Aprilia, mais c'est eux qui nous ont fait surtout sortir les yeux de nos orbites, tout simplement. Première fois dans l'histoire de la MotoGP qu'on utilise un aéro rake. Donc en fait, c'est cette espèce de, je sais pas comment dire ça en français, hein. C'est une espèce de planche, de grille comme ça qu'on vient utiliser à l'arrière d'une moto pour évaluer en fait l'aérodynamique. Et cet outil, cet ustensile sert à mesurer tout simplement l'air qui s'engouffre dans les petits trous que vous voyez sur cette raquette à moitié. Et en fait, avec la quantité d'air qui rentre dans chaque petit trou, après, ça nous donne une mesure de l'air et on peut ainsi s'adapter à, si vous voyez qu'à cet endroit-là, il y a plein d'air qui rentre, et peut-être qu'on peut mettre un aileron pour tout simplement avoir plus d'appui. Ou alors ici, il ne faut rien mettre parce qu'il n'y a pas d'air et tout ça. Donc, c'est un outil de mesure qui va venir mesurer logiquement l'air qui s'engouffre et donc pouvoir analyser à quel endroit faire ceci ou faire cela. Donc, c'est très utilisé en F1. Première fois qu'on utilise ça en MotoGP, donc très intéressant au niveau de la techno et tout. C'est super cool qu'on puisse utiliser ça. Je trouve ça assez stylé. Deuxième truc, emprunté de la F1 par Aprilia, tout simplement un diffuseur. Et ça, alors, j'ai été un peu plus perturbé par l'utilisation d'un diffuseur. Donc, on le voit sur l'arrière de la boucle, tout simplement. Eh bien, on a un diffuseur. Normalement, c'est utilisé avec un fond plat, avec l'effet de sol. C'est fait pour faire remonter l'air et générer de l'appui. Eh bien là, pourquoi pas? J'ai envie de dire, si Aprilia a étudié tout simplement la solution, si ça peut fonctionner, pourquoi pas utiliser un diffuseur? Mais donc, on a eu des essais tout simplement fous de la part d'Aprilia pendant ces tests, incroyablement surpris. Je trouve ça très très cool, perso, la techno qui a engagé toutes les évolutions, tout ce qu'on voit là, c'est totalement nouveau. Je comprends qu'on n'aime pas trop le nouveau système aéro en MotoGP qui prend énormément de place maintenant. Mais moi, je trouve ça trop cool. De toute façon, la réglementation en 2027 va arriver. Elle va réglementer tout ça logiquement parce que c'est une réglementation en fait. Et on aura peut-être moins d'aéros, ceci, cela. Mais je pense que là, c'est des années incroyables qu'on va pouvoir vivre. Et pourquoi pas voir des diffuseurs sur des MotoGP. Bon, s'il y a un diffuseur sur une MotoGP, je ne sais pas ce qu'il y aura en 2025, mais ça s'annonce fou. On continue avec d'autres choses qu'on a pu voir. C'est une moto quasiment complètement couverte. Au niveau de la roue arrière, tout le haut de la jante est couvert. L'arrière est de plus en plus couvert. Alors encore une fois, ça c'est logique, c'est pour l'aéro. Si l'air ne peut pas s'engouffrer dans la jante arrière, sous la selle, sous ceci, sous cela, eh bien tout simplement vous fendez mieux l'air et vous avez moins de résistance, moins de traînée et donc une meilleure pénétration dans l'air. Donc plus techniquement de vitesse et moins de frottements physiques qui vont vous ralentir. Donc voilà pourquoi la moto est de plus en plus couverte. Donc chez Aprilia, énormément de choses tournées vers l'aéro. Les tests ont été plutôt positifs. Allez chez Spargaro, je vous l'ai dit, 5e avec un chrono stratosphérique. Donc voilà du côté de chez Aprilia. Mais je pense qu'ils ne sont toujours pas malheureusement au niveau de KTM ou de Ducati. Ils font vraiment le lien entre les marques japonaises et les deux leaders. Mais pourquoi pas les voir? Je pense qu'on va les voir forcément, hein, Vignales, Espargaro et Oliveira sur un podium. On va voir ces trois-là sur un podium et pourquoi pas même, encore une fois, une victoire à Barcelone ou à Silverstone. Ça ne m'étonnerait pas. On change de coin en Europe et direction l'Autriche chez KTM où il y a eu beaucoup de choses encore pendant ces 3 jours. Bien sûr, je fais que de me répéter, mais forcément, tout l'hiver, toute la saison 2023, on a travaillé sur une moto de 2024. Donc là, tout est apporté d'un coup à Sepang et il faut faire le tri. Et encore une fois, il y a de l'aéro, mais s'il vous plaît, la MotoGP, laissez-moi parler d'autre chose que l'aérodynamique. Donc, on en parle après. Encore une fois, je mets ça à la fin. Mais les infos importantes, nouveau bras oscillant,
châssis carbone pour toutes les motos. Donc Pedro Acosta a pu essayer le châssis carbone, Augusto Fernandez aussi, et les KTM officiels qui l'avaient déjà ont réessayé ce châssis et réutiliseront ce châssis pour 2024. On continue avec une électronique aux petits oignons, mais des petits oignons, hein, vous allez voir, et un moteur retravaillé, nouveau système d'échappement qui va avec ce moteur. Et bien, moi, je suis d'accord. Il a été adopté par Jack Miller, par Brad Binder, en tout cas, et il est adopté par moi parce que je le trouve plus joli que ces deux longs tubes qu'on avait avant. Donc, nouveau système d'échappement. Et voilà, Brad Binder nous fait des essais très convaincants, de bons chronos sur les 3 jours. Le dernier jour, un petit peu loin des Ducati, mais c'est pas si grave. Il l'a dit, c'était les meilleurs essais de pré-saison qu'il avait jamais fait. Ça a l'air très solide pour lui. Il est très confiant avec cette nouvelle moto et ce qu'il retient, c'est l'électronique qui est encore mieux, encore plus réactif qu'avant. Donc que du positif. Du côté des autres pilotes, Fernandez, Jack Miller, je suis désolé, ils sont déjà, franchement pour moi, de ce que j'ai vu pendant ces 3, 5, 6 jours là, ils sont déjà derrière Pedro Acosta, c'est pas possible. Ils sont déjà dans l'ombre de Pedro Acosta. Alors oui, ils se sont peut-être pas concentrés sur le time attack, peut-être que ceci, cela, mais en tout cas, au classement, ils ont tous les jours été derrière Pedro Acosta, quasiment. On entend de plus parler de Pedro Acosta. J'ai pas trouvé de retour négatif de leur part, que du positif, des bonnes choses sur la moto. Donc, encore une fois, point positif pour KTM et on passe à la légende. Pedro Acosta, 19 ans, 6 jours de roulage à Sepang, une 57.3. Je vous le dis, hein, une 57.3 pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, c'est tout simplement un chrono identique à la pole position de Francesco Bagnaia l'année dernière à Sepang. Donc il y a quelques mois de ça, Bagnaia avait fait ce tour à Sepang et était premier. Voilà. Alors ceux qui viennent me dire, oui, les conditions de piste, elles étaient parfaites, je vous entends pas, je vous entends pas. Je m'en fous. Ah, nul, j'entends pas. J'entends pas ta gueule, pas la. Pour un rookie, c'est incroyable. On ne pouvait pas espérer meilleur test pour KTM. C'est pareil, on ne pouvait pas espérer meilleur test pour Pedro Acosta. Il s'adapte super rapidement. La moto a l'air de lui convenir. Donc voilà, que du positif pour les pilotes. J'ai fait le tour. On passe maintenant au côté aéro. Encore une fois, bien sûr, ça vous intéresse. Ça m'intéresse aussi parce que c'est trop stylé. Donc aéro, on a eu ces ailettes voilà, qui font vraiment leur apparition. On les avait déjà vus un petit peu l'année dernière, mais qui font leur apparition réelle cette année sur les fourches de suspension. On a aussi cette nouvelle, alors je ne sais pas trop comment appeler ça, cette espèce d'aileron qui sort du garde-boue là, type aileron avant défunt. Je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Mais c'est là, alors je trouve ça pas joli, peut-être que ça a réellement un apport, Jack Miller l'a essayé, Dani Pedrosa a essayé, donc à voir si ça va être gardé ou si c'était juste vraiment un test, quelque chose qu'ils ont posé pour vraiment voir ce que ça donne. Au niveau des carénages latéraux, il y a un nouveau travail, il y a des nouvelles choses qui sont proposées, à voir ce qui est gardé ou non. Et on a bien sûr l'aileron arrière, plusieurs tests, un aileron arrière seulement rectangulaire par Dani Pedrosa. On a eu aussi cet aileron arrière très gros et très plein surtout, avec beaucoup de choses à l'intérieur on va dire, et un aileron qui semble gardé par tous les pilotes. Sur la fin des dernières journées, on a vu tous les pilotes utiliser ce même aileron avec un espèce de double étage, donc style aileron auto, aileron F1. À voir au Qatar ou à voir sur des pistes plus serrées comme Jerez si cet aileron est plus utilisé ou il y a des changements. Donc encore une fois, ça on va voir. Mais voilà pour le côté aérodynamique. Et KTM, ça a l'air d'évoluer dans le bon sens. Pour moi, ils ne sont pas au niveau de Ducati encore. En tout cas, pas sur toute la saison et à la régulière. Mais on va avoir de belles choses et j'espère vraiment que KTM va enfin gagner une course, de nouveau gagner une course. Parce que là, ça commence vraiment à faire longtemps et c'est pas normal qu'en 2023, on n'ait pas de victoire de la part de KTM. Donc, j'attends 2024, mais je suis confiant. Pour les sprints, pour les courses, je pense qu'on aura des victoires dans les deux cas. Et j'attends aussi de voir le premier podium de Pedro Acosta qui devrait arriver plus vite que ce que l'on pense. Allez, pour cette dernière partie de la vidéo, on retourne en Italie. Et je suis désolé, voilà, 2024, ça s'annonçait beau, ça y a de belles choses effectivement, mais je vais vous l'apprendre dès maintenant.
la domination n'est pas terminée. On va encore entendre parler de Ducati, sans doute beaucoup trop pour une seule saison. Mais voilà, donc on commence déjà assez épang. Je sais, c'est douloureux, je sais, tous ceux qui voulaient revoir des pilotes hors Ducati gagner, ça va être compliqué. Mais top 7 de cette dernière journée, donc les 7 temps les plus rapides, c'est 6 Ducati. Voilà, 6 Ducati dans le top 7, seul aller chez Spargaro, bloque tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise tout simplement? Bon, la moto a l'air d'être parfaite, mais on a deux clans bien distincts chez Ducati. On va commencer par ceux qui possèdent une Ducati Desmosedici GP23. Donc c'est les pilotes de la VR46, oui, et les pilotes du team Gresini. On commence par le team Gresini, Alex Marquez. Alors là, l'adaptation fulgurante. C'est le seul des Ducati GP23 qui a réussi à faire un tour en 1,56 comme ceux qui ont eu des GP24 tout simplement. Donc adaptation fulgurante, des simulations de sprint, de course, de relais longs, parfait, c'est incroyable. Et en time attack, donc très très bon parce que 1,56 tout simplement. C'est le seul avec cette moto qui a pu passer la barre des 57. Et voilà, donc Alex Marquez, énormément de positifs. Cette année, ça va être la régularité qui va compter, mais bon, c'est pas le sujet. Et voilà, donc les résumés d'Alex Marquez, je sais pas, voilà, j'en perds mes mots, je bégaye tellement, j'ai été surpris tellement c'était bon. De l'autre côté du box, c'est son frère, Marc Marquez. Alors, pour le coup, il a eu un peu plus de mal à s'adapter avec cette nouvelle moto. 11 ans chez Honda, une moto totalement différente. Bien sûr, il lui faut un peu de temps. Donc, les 2 premiers jours, voilà, on était plus sur trouver un setup qui lui convient, adapter son style de pilotage à cette moto. Le 3e jour, ça allait un petit peu mieux. Bon, ça allait même beaucoup mieux, hein. Il est 6e. Pour un mec qui va pas bien, c'est quand même pas mal. Donc, il est 6e. Il fait un chrono meilleur que la pole position de l'année dernière de Bagnaia. Donc, pour l'instant, pas trop de soucis à se faire pour Marc Marquez, je pense. C'est juste le temps de s'adapter, de tout recomprendre, de adapter son style de pilotage à cette moto et d'adapter aussi la moto à lui. Donc, ça va se faire entre ses mécanos, ses ingénieurs et lui-même. Il suffit de trouver le bon compromis, mais j'ai plutôt confiance en Marc Marquez. De l'autre côté des motos GP23, on a Di Giannantonio qui fait des essais, alors pas exceptionnels, mais des très bons essais. Voilà, le transfert d'écurie a l'air de s'être plutôt bien fait. Le transfert à cette nouvelle machine se fait plutôt bien. C'est moins flagrant que Alex Marquez, mais c'est plutôt bon. Les chronos sont réguliers, les simulations sont plutôt bonnes. J'ai pas vu de points négatifs. Donc au niveau de Fabio Di Giannantonio, très très bien, c'est au niveau de son coéquipier, pour le coup là, on a de la difficulté pour eux. Marco Bezzecchi, je vais vous le dire très sincèrement, très honnêtement, voilà, il est en galère, il est juste en galère, mais c'est pas grave, je ne m'en fie pas pour l'instant encore, j'attends vraiment le Qatar, mais alors qu'est-ce qui se passe sur ces 3 jours? En fait, il a eu beaucoup de mal à s'adapter à la GP23 parce qu'elle demande un autre style de pilotage, il l'a dit notamment au freinage, donc c'est un style de pilotage différent, il va falloir vraiment s'adapter à cette nouvelle moto. Il est un peu dans le même cas que Marc Marquez. Alors c'est un peu plus flagrant parce qu'il finit notamment cette dernière journée 17e ou 18e je crois. Donc c'est pas vrai, il est beaucoup moins rapide qu'avec sa Ducati GP22. Donc c'est terrible, mais en tout cas pour l'instant, il est en difficulté, mais je m'en fais pas trop. On parle de Marco Bezzecchi. Je pense que ça va aller dans les jours à venir et c'est juste le temps de prendre un peu ses marques. Et c'est peut-être aussi le circuit qui ne lui convenait pas trop aussi. On va voir peut-être que sur des circuits un peu plus différents, sur un circuit très rapide comme le Qatar, peut-être que ça va aller un petit peu mieux pour lui. À voir, mais en tout cas, voilà pour les 4 pilotes avec des Ducati GP23. Nous allons passer sur les GP24. Si les GP23 n'ont pas eu d'upgrade ou quoi que ce soit de visible, même pas ces petites ailettes horizontales au niveau des fourches à l'avant, bon, tant pis, hein, ils les auront pas. On a eu beaucoup d'améliorations sur les GP24, donc nouveau moteur accompagné donc d'un nouveau système électronique, nouveau système d'échappement et nouvelle aérodynamique aussi. Donc beaucoup de choses ont été apportées sur cette GP24. Ça a l'air de très très bien fonctionner, notamment au niveau du moteur. Les pilotes sont plutôt satisfaits, même si Martin a eu des difficultés au début des tests. Alors les chronos ne le montrent pas parce qu'il a fait quand même premier, deuxième.
Donc les chronos ne montrent pas qu'il était en difficulté, mais il a eu du mal à s'adapter à cette GP24. Il est beaucoup retourné sur sa GP23 parce que, bon, on se doute bien, vu la saison 2023 qu'il a fait, on se doute que la moto lui convenait plutôt pas mal. Donc il est beaucoup retourné sur cette moto, mais il a dit un truc à la fin qui m'a fait beaucoup rire, c'est que la moto, les nouveaux carénages semblent avoir du potentiel. Il a fait une 56.8, je crois, un truc comme ça. C'est plus du potentiel là. Là, c'est se moquer de nous, bien sûr que ça c'est plus un potentiel là. C'est bon, on sait que la moto est bonne. Vous avez ces 3 Ducati de GP24 qui ont mené les essais. On a eu tout le temps une Ducati première, tout le temps des Ducati du team officiel, donc soit Bagnaia, Bastianini, Martin. C'est plus du potentiel qu'elle a la moto, c'est qu'elle est réussie, c'est quelque chose de bon, c'est factuel, on peut rien faire. C'est bon, c'est une bonne moto, c'est incroyable, elle a du potentiel. Mais bref, donc Martin pense que la moto a du potentiel, qu'il faut juste continuer à s'adapter. Très très bons essais de sa part, réguliers, des tours chrono exceptionnels. Enfin bref, ça a l'air de très bien fonctionner. Il s'habitue. Du côté du team officiel, bon bah là ça se balade, hein, ça se balade. Les deux ont fini une journée en tête. Bastianini a l'air d'être de retour, vraiment bien, à l'aise avec cette nouvelle moto, dans un nouvel état d'esprit. Voilà, oublie la saison 2023. Le seul commentaire négatif que j'ai vu du côté de Bastianini, c'est, je crois, au niveau de l'arrière de la moto, il a ressenti quelques vibrations sur des essais longue durée. Donc voilà, des simulations de course, des simulations de sprint. Bagnaia, pareil, peut-être des petites vibrations à l'avant. Donc bon, si c'est le seul point négatif et que tu finis quand même premier en pulvérisant tous les records, je pense qu'ils vont pallier une solution et ils vont trouver ça. Ils vont pallier au problème, pardon. Ils vont trouver quelque chose pour résoudre ça. Mais donc voilà, au niveau de Ducati, très très fort. Encore une fois, je pense qu'on aura une saison dominée malheureusement par ces 6-7 pilotes allez, qui sont exceptionnels. Et voilà. Voilà tout pour ces résumés de ces tests à Sepang. Dites-moi la surprise, vous, qui vous a le plus surpris? Moi, je pense que malgré tout, c'est quand même Pedro Acosta qui m'a le plus surpris. J'étais déjà surpris rien qu'au shakedown et là il continue de me montrer qu'il a clairement sa place et pas juste sa place comme rookie qui va faire une petite saison de rookie et qu'on a déjà vu. Non, non, c'est sa place comme un pilote qui va faire une saison de zinzin. Donc j'attends de voir ça. C'est pour moi la grosse surprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez pu apprendre des choses et que vous êtes informés sur ce qui s'est passé à Sepang ces dernières journées. Donc à plus pour une prochaine vidéo. Beaucoup de choses sont en cours sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. La présentation de Yamaha, de Honda, des Honda et de KTM qui arrive très très bientôt. Donc à plus, on va parler plus en détail de toutes ces motos. Et ciao ciao, c'était Théo.